De la compréhension du fait que l'espace, le temps et la matière n'existent pas tels qu'on les perçoit. On comprend qu'il y a quelque chose qui transforme un univers d'information en sensation d'espace, de temps et de matière. Possibilité que des événements du passé soient corrélés avec des événements du futur ou des événements du présent. Bien sûr que vous n'avez pas une vie qui est parfaitement déterminée dans le futur, même si elle existe déjà, elle est capable de changer en permanence parce que nous vivons dans un multivers. Nous avons tous une structure vibratoire différente, évidemment. Lorsqu'on vibre, on ne va pas adresser la ligne temporelle de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. On va adresser sa ligne. Et permet à un nouveau futur qui correspond à cela de se réaliser par le biais des synchronicités. Avec vous ce soir, très heureux d'être en Corse, j'espère déjà y revenir une autre fois. Comme vous le savez peut-être, j'ai précédemment écrit un livre qui s'appelait Le grand virage de l'humanité, mais je vais vous parler ce soir de mon livre de la suite, un petit peu la suite, qui s'appelle La physique du futur lumineux. Puisque dans le grand virage de l'humanité, je proposais une vision optimiste de la crise et il fallait que j'explique ensuite dans un autre livre pourquoi autant d'optimisme et quel était, à mon point de vue, comment était composé ce fameux futur et d'essayer d'argumenter dans ce sens. Et donc, je ne vais pas vous parler de crise ce soir, ni de politique, ni de complotisme, ni de quoi que ce soit de ce genre. On va rentrer dans la physique, et oui. Mais comme je sais que ce sont des sujets qui sont difficiles à comprendre, je vais essayer de commencer à l'envers. Voilà. Donc, il m'est venu l'idée, à chaque fois que je refais une conférence, si je devais dire d'ailleurs tout ce que j'ai envie d'expliquer, il me faudrait des heures. Aujourd'hui, il me faudrait une dizaine d'heures. Donc je fais à chaque fois une synthèse en prenant les choses par un angle à chaque fois différent. Et là, on va prendre l'angle des anomalies du réel, puisque tout mon discours et tous mes écrits depuis maintenant 14 ans traitent de la nature de la réalité, de la nature de l'humain, de la nature de la conscience, etc. Et si vous venez m'écouter, c'est parce que je suis un scientifique. C'est peut-être un peu con, mais c'est comme ça. On accorde beaucoup de crédibilité aux scientifiques. C'est tout à fait fondé pour une partie. C'est-à-dire qu'un scientifique fait un travail qui est extrêmement utile à la société dans la mesure où il permet d'objectiver tout ce qui est objectivable et ça aboutit à la technologie, etc. Ça aboutit à plein de choses positives. Par contre, là où peut-être le public a un petit peu tort de faire confiance aux scientifiques, c'est au niveau de la description soi-disant scientifique du réel. Les scientifiques ne sont pas aptes à décrire le réel. Il faut que ce soit dit une bonne fois pour toutes, tout simplement parce que la science est cloisonnée, elle est décomposée en différentes disciplines, et lorsqu'on est dans une discipline, on ne peut pas avoir une vision correcte du réel. Pour avoir une vision correcte du réel, il faut avoir donc une vision complètement synthétique. Il faudrait qu'un scientifique soit un scientifique puissance 1000, qu'il ait étudié absolument toutes les disciplines, et bon, évidemment, c'est jamais le cas. Et donc, vous comprenez l'importance de cet esprit de synthèse qui doit non seulement faire la synthèse de ce que la science nous apprend, mais aussi faire la synthèse de tout ce qui doit participer à notre construction du réel, et en particulier les anomalies du réel. Donc, qu'est-ce que c'est que ces anomalies ? Un scientifique qui ne s'intéresse pas aux anomalies n'est pas un vrai scientifique. C'est un grand philosophe qui a rappelé ça en me citant parce que il m'a fait un peu de la publicité. Il avait apprécié ce que j'avais dit en disant cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que à chaque fois qu'on a une vision du monde qui a besoin de changer, à chaque fois qu'on est dans un changement de paradigme,
Ce qui va faire qu'on va réellement changer de paradigme, c'est le fait que les scientifiques vont se mettre à étudier les anomalies. Alors ces anomalies, moi j'en ai étudié un certain nombre, j'en ai expérimenté un certain nombre. C'est à la fois parce que j'ai fait des études scientifiques et parce que j'ai du vécu à ce niveau-là que je suis devenu ce que Patrick expliquait. Et donc, parmi ces anomalies, j'ai l'habitude d'en citer 6 que je connais à peu près bien, que je connais bien, certaines très bien. Mais il y en a bien d'autres et je vais vous proposer de m'aider à continuer la liste comme distraction de démarrage. Donc, c'est une anomalie de perception du réel, pas seulement de perception, oui, enfin, tout passe par la perception, par l'observation, par les témoignages. Ce sont tout d'abord, en ce qui me concerne, ce sont les synchronicités. Hein. Les synchronicités, donc ces hasards bizarres qui vous rendent service, qui semblent vous guider dans la vie. Ce sont également toutes les perceptions extrasensorielles. Les perceptions extrasensorielles, la vision du futur, la vision à distance et la télépathie. Ce sont aussi les anomalies au niveau des expériences de la conscience que sont les expériences de mort imminente, les voyages chamaniques, et ce sont aussi toutes les autres expériences de la conscience qui n'impliquent pas nécessairement un voyage, mais qui sont presque aussi incroyables, que sont donc l'expérience de la transe et la méditation aussi, et tous les états de conscience modifiés. Et ce sont aussi les observations que l'on n'arrive pas à comprendre avec la physique actuelle, et donc ce sont les ovnis. Et ce qui est intéressant, c'est que le phénomène le plus crédibilisé aujourd'hui par les autorités, c'est celui-là. C'est le phénomène des ovnis. Les Français ont été les premiers à déclarer officiellement que ce phénomène existait réellement, qu'on ne pouvait pas le réduire à des illusions, qu'il y avait toujours un petit pourcentage, entre 4 et 22%, suivant les études, de phénomènes pour lesquels les témoins étaient tout à fait crédibles, et ces phénomènes, on ne pouvait pas les réduire, les comprendre dans le cadre actuel de la science. Et ça fait quand même 70 ans que ça dure. Hein. Enfin, en ce qui concerne les perceptions extrasensorielles, là, ce n'est pas reconnu officiellement, bien que les services secrets, tous les services secrets de la planète les exploitent, les espions psychiques, etc. Ça n'est pas reconnu officiellement, mais ça fait l'objet d'études scientifiques. Ça fait l'objet d'études scientifiques qui, à force de méta-analyse, à force de répétition, et lorsqu'on fait le cumul des résultats, on s'aperçoit que il est indéniable que la vision à distance, que les différentes perceptions extrasensorielles sont des réalités, même si certaines sont contestées comme la télépathie, ça reste des réalités. Si simplement ça ne rentre pas dans la science, c'est qu'on ne sait pas comment appréhender ces phénomènes. On ne sait pas les répéter. La méthode scientifique a besoin de répétabilité. Et je pourrais continuer d'en citer d'autres. Et je vais vous citer par exemple, je ne sais pas ce qui me vient à l'esprit, je vais vous citer la médiumnité, je vais vous citer les barreurs de feu, je vais vous citer ce qu'on appelle les canalisations, le channeling, je vais vous citer la radiesthésie. Enfin, aidez-moi si vous avez des... Non? Bon, ok. Il y en a une cinquantaine, d'accord? Il y a une cinquantaine d'anomalies du réel. Elles ne sont pas toutes crédibles, bien entendu, au point que d'ailleurs, moi, j'ai décidé de focuser sur uniquement 6 d'entre elles. D'accord? Il y a aussi parce qu'il y en a qui ne sont pas politiquement correctes. Et les 6 que j'ai choisis sont à peu près politiquement corrects. Hein. J'ai même été invité par des académiciens il y a une dizaine d'années pour parler de la synchronicité à l'Institut de France. Donc ça veut dire que ce phénomène commence à être pris au sérieux, même s'il n'est pas tout à fait politiquement correct d'en parler.
Et les 6 phénomènes que je vous ai cités sont tout à fait pris au sérieux. Simplement, vous savez que nous avons des médias qui ne s'intéressent plus à nous informer, d'accord? Il n'y a plus de débat dans les médias, il n'y a plus de débat. Je me souviens, moi, des fameux dossiers de l'écran, il y a peut-être 30 ou 40 ans. Maintenant, tout ça, ça n'existe plus. On a l'impression que les médias mainstream sont juste là pour essayer de nous conserver au niveau le plus bas, au niveau de notre vision du réel, parce que comme si jamais on levait le couvercle, ça devenait la panique, etc. Bon. Voilà. Donc, et en fait, pourquoi est-ce que je commence par vous parler de ça? Parce que les 6 phénomènes que je vous ai cités, et bien entendu, il y en a bien d'autres à la suite, d'accord, sont tous liés par le même principe qui permet non pas de les comprendre, bien sûr, mais qui permet un début de compréhension générale de l'ensemble, de la totalité de ces phénomènes, qui sont des phénomènes toujours relatifs à la conscience, mais ce sont des phénomènes, bon, je vous avertis, je commence par la fin, ce sont des phénomènes qui font tous intervenir une propriété de la conscience qui ferait de la conscience un système de navigation. Vous savez déjà que vous naviguez lorsque vous rêvez, même si vous ne maîtrisez pas bien le système en question. Voilà, la conscience serait un système de navigation. Vous savez, moi je suis un ingénieur en intelligence artificielle, un cybernéticien. J'aime bien avoir une vision cybernétique du réel. Une vision cybernétique permet d'aller bien au-delà des équations, permet de simuler notre compréhension du réel par une démarche rationnelle, on va dire à l'aide d'algorithmes. Donc on appelle ça la cybernétique. Et c'est cette vision cybernétique qui me fait dire que la conscience est un système de navigation. Et pourquoi je vous parle d'un système de navigation pour vous parler de la conscience, c'est justement pour la différencier du cerveau, mais c'est aussi parce que ce système de navigation, il est d'une certaine manière inscrit dans les lois de la physique. Dans les lois de la physique, pas évidemment de la physique mainstream actuelle, mais de la physique du futur que l'on peut déjà anticiper, que beaucoup d'illustres collègues ont déjà anticipé. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit du fait que, et voilà, et c'est là que ça va commencer vraiment, de notre compréhension, de la compréhension du fait que l'espace, le temps et la matière n'existent pas tels qu'on les perçoit. C'est vraiment très très important. Je ne crois pas du tout à la théorie de la simulation telle que par exemple le film Matrix nous permet de la comprendre. D'accord ? La théorie de la simulation, c'est l'idée que notre réalité serait pas effectivement réelle, mais on serait quelque part, je sais pas, couché sur un divan comme dans Matrix et on recevrait des informations qui nous font croire qu'on est dans un monde réel. Ça, c'est ça la théorie de la simulation. Or, cette théorie de la simulation, elle ne tient pas debout, même si le film Matrix est intéressant. Cette théorie de la simulation ne tient pas debout parce qu'elle ne dit pas dans quelle réalité se trouve le simulateur. D'accord ? Le simulateur, le divan sur lequel j'invente un peu n'importe quoi, hein. Ça peut être aussi, par exemple, nous serions, parce que je l'ai lu de la part de grands physiciens, et puis on me pose souvent des questions et je ne sais pas trop quoi répondre. Une race extraterrestre très évoluée aurait décidé de créer un simulateur pour simuler donc une expérience humaine sur la planète Terre, sur une hypothétique même planète Terre. Elle n'a même pas besoin d'être réelle, la Terre non plus. Alors ça, je commence à sentir que vous ne pouvez pas y croire. Et là, vous avez raison. Hein. Parce que là, je suis en train de décrire
une autre réalité que celle qui nous paraît réelle, mais qui est aussi je ne résous rien, puisqu'il est autant légitime de se poser la question sur la réalité de cette autre réalité qui nous simule. Et ça pose le problème de savoir à ce moment-là si cette réalité qui nous simule serait pas elle-même simulée. Et donc la question qui se pose, c'est où se trouve le simulateur du simulateur du simulateur du... Ça va, vous avez compris. La simulation ne tient pas debout. Alors comment est-ce qu'on s'en sort? Parce que la physique nous apprend réellement que l'espace, le temps et la matière n'existent pas, tel qu'on le perçoit. Comment est-ce qu'on s'en sort à votre avis? Le temps, l'espace et la matière n'existent pas tels qu'on les perçoit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui transforme un univers d'information en sensation de temps, de matière et d'espace. On est obligé de dire qu'il y a quelque chose qui transforme un univers d'information en sensation de matière, de temps et d'espace. Les physiciens ont découvert cette chose-là. Moi, je vous explique que ça doit exister parce que je vous dis le temps, l'espace et la matière n'existent pas, donc il faut bien qu'ils soient transformés en réalité par un raisonnement simple. Après, j'expliquerai pourquoi l'espace n'existe pas. Et cette chose qui transforme, les physiciens ont découvert que c'était un modèle holographique de l'univers. C'est-à-dire que la plus fascinante théorie aujourd'hui pour décrire notre réalité, même si ce n'est pas démontré, c'est juste quelque chose qui semble vouloir s'imposer à la physique, mais ça dépasse nos capacités de calcul, d'équation, etc. Mais ça semble vouloir s'imposer, c'est le modèle holographique de l'univers. Donc il y a confirmation, après avoir découvert que le temps, l'espace et la matière n'existent pas, les physiciens découvrent le modèle holographique et en prime, ils découvrent que ce modèle holographique nous permet de faire émerger la gravitation. Que la gravitation, le fait que les objets s'attirent, que les masses s'attirent, c'est quelque chose qui est considéré depuis quelques années par certains, décennies par d'autres. La gravitation n'est plus considérée comme une force. D'abord, on n'arrive pas à unir la physique avec l'idée que la gravitation serait une force. Par contre, on se rend compte de plus en plus en physique que la gravité est un phénomène émergent qui émerge naturellement du processus qui transforme un univers d'information en sensation d'espace, de temps et de matière. Encore quelque chose, un fait important qui corrobore cette idée que cette chose existerait réellement, et cette chose, évidemment, c'est la conscience. C'est-à-dire que lorsque vous étudiez la physique vraiment, lorsque vous cherchez à l'interpréter, lorsque vous commencez à la comprendre, vous ne pouvez pas échapper à l'idée que la conscience est quelque chose de beaucoup plus fondamental que la matière. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il faut relier la conscience à l'espace. Après, on arrivera à comprendre pourquoi la conscience est un système de navigation, et j'expliquerai, je vous ai parlé des anomalies tout à l'heure du réel, et j'essaierai d'expliquer au niveau des perceptions extrasensorielles ce que ça veut dire, cette navigation au niveau des expériences de mort imminente, etc. C'est juste pour que vous conserviez le fil. Et donc, pourquoi faudrait-il relier la conscience? Faudrait-il donner à la conscience la nature même de l'espace? Tout simplement parce que l'espace n'est pas de l'espace. Les physiciens découvrent réellement, et là je vous ai rien dit qui vient de moi, hein. Depuis le début de ma conférence, je vous ai absolument rien dit qui provient de ma théorie, notamment ma théorie du temps. On va y venir après, hein. Les physiciens découvrent donc l'espace n'est pas de l'espace parce que l'espace est courbé, il est pixelisé, il est troué,
il est en vibration et il est non local. Donc autant dire que toutes les vibrations, toutes les propriétés qui doivent faire de l'espace un espace disparaissent. Un espace, rien qu'un espace non local, ça ne devrait pas exister. Rien qu'un espace troué, etc., etc. Et donc là, comment est-ce qu'on fait pour le comprendre? On comprend qu'il y a quelque chose qui transforme un univers d'information en sensation d'espace, de temps et de matière. On en revient toujours à introduire la conscience en physique, sans même faire du Philippe Guillemant, hein, sans même... Parce que moi, j'ai trouvé ça d'une autre manière. Mais aujourd'hui, la physique a fait tellement de progrès qu'on se rend compte qu'il n'y a pas besoin de théorie du temps et même de croyance dans l'idée que l'esprit pourrait avoir une influence sur la matière ou la conscience sur le futur. On n'a pas besoin de ça pour comprendre que il faut identifier l'espace et la conscience. Et donc, les propriétés de la conscience seraient à tirer des propriétés de l'espace. C'est-à-dire que la physique nous instruit du coup sur des propriétés qui sont des propriétés de la conscience. Et parmi ces propriétés, il y a la propriété de non-localité qui fait que tous les points de l'espace-temps sont potentiellement reliés. C'est-à-dire que tous les points de l'espace et du temps, quand je dis tous les points de l'espace-temps, c'est je suis potentiellement relié à mon futur, je suis potentiellement relié à un lieu extrêmement distant. Donc là, vous commencez à comprendre des choses. Alors, comment ça fonctionne? Bon, là, évidemment, la mécanique quantique intervient, puisque c'est la mécanique quantique qui a introduit la notion d'intrication. Qu'est-ce que c'est que la notion d'intrication? C'est le fait que deux objets ou deux événements ou deux particules, etc., qui ont été ensemble à un moment donné et qui se sont séparés, restent corrélés, quelle que soit la distance et le temps. Ce phénomène d'intrication, d'ailleurs, concerne également le temps, c'est-à-dire que vous pouvez avoir deux objets, deux particules, deux événements qui restent corrélés non seulement indépendamment de la distance qui les sépare, mais aussi indépendamment du temps qui les sépare. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, et ça on l'observe en mécanique quantique, vous pouvez avoir une mesure qui est faite sur un objet dans le futur qui a une influence sur cet objet dans le passé, sur la réalité de cet objet, sur sa nature. Ça, on connaît par exemple un exemple macroscopique à travers une expérience de pensée souvent citée par Alain Kohn, qui est un grand mathématicien et physicien. C'est le fait que des rayons lumineux qui proviennent d'une source qui pourrait être à 3 années-lumière, par exemple, mais qui sont normalement dispersés dans toutes les directions, mais vous avez un trou noir ou un quasar, un objet extrêmement massif qui vient dévier la trajectoire de ces rayons lumineux, ce qui fait que vous pouvez avoir sur la Terre des rayons lumineux qui proviennent du même objet, mais qui viennent de directions différentes et qui peuvent donc interférer entre eux. Alors pourquoi interférer entre eux? Parce que tant qu'ils n'ont pas été observés, ces rayons, en fait, ils sont partout à la fois. C'est-à-dire que ils ont la nature d'une onde, hein. Ils n'ont pas encore la nature d'une particule. Il faut qu'il y ait une observation pour qu'ils aient la nature de photons. Ils ont quand même la nature de photons, mais ils sont cohérents, donc pas encore, on va dire, manifestés. Entre parenthèses, pour comprendre la différence entre le macroscopique et le quantique, je vous propose de dire c'est la différence entre le non manifesté et le manifesté. Je vous parlerai du vide après. Et donc cette lumière, elle arrive à travers un réseau d'observation qui fabrique une frange d'interférence comme l'expérience des fentes de Young. Je suppose que vous avez un peu entendu parler de ça. Mais si on observe, si on met un observateur, eh bien,
ces rayons lumineux qui proviennent de 3 milliards d'années-lumière dans le passé se mettent à définir parfaitement leur trajectoire. C'est-à-dire qu'il y a une modification du passé dans cette opération. Donc du coup, vous comprenez le lien entre l'intrication et le fait et la possibilité que des événements du passé soient corrélés avec des événements du futur ou des événements du présent, bien sûr. Donc voilà, ce genre de choses doit nous amener à reconsidérer totalement notre vision de la réalité. Et c'est là que je vais rentrer dans la théorie du temps que je propose habituellement. Et là, je rajoute le fait que les physiciens ont découvert que le temps n'existe pas, ce qui veut dire que non pas que le temps n'existe pas, évidemment, le temps subjectif, ce qu'on ressent, celui qu'on utilise pour mesurer, il existe, mais ce n'est pas un temps créateur du futur à venir. Notre futur existe déjà. Ce n'est même pas la causalité ou les lois physiques qui créent notre futur à venir. Notre futur à venir peut être décrit par la causalité pendant un certain temps et après, ça ne marche plus. Le chaos vient foutre son bordel dans cette affaire. C'est-à-dire que les lois physiques ne sont pas capables de déterminer le cours des événements au-delà d'un certain temps qui va dépendre de la complexité du système concerné. Ça va être des millions d'années pour des planètes, mais ça peut se limiter à quelques secondes pour un système vivant. En tout cas, on a là une façon de considérer l'univers, notre espace-temps, ce qu'on appelle notre espace-temps, d'une manière un petit peu particulière, puisque d'après ce que je viens de vous expliquer, vous avez un espace-temps qui peut évoluer simultanément dans son passé en même temps que dans son futur. Alors là, je sens qu'il y en a qui... L'espace-temps, c'est quelque chose qu'on représente habituellement en le faisant provenir à partir du Big Bang. Vous voyez, à partir du Big Bang, vous avez dû voir ça. Je ne peux pas vous faire un cours de physique élémentaire. Hein. Je vous donne des métaphores qui permettent de comprendre comment les physiciens voient l'espace-temps. Donc, ça commence par un cône qui représente le Big Bang, bon, qui n'existe pas entre parenthèses. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça continue en cylindre. La longueur du cylindre représente le temps. Donc avec l'expansion de l'univers qui fait que le rayon du cylindre, le diamètre du cylindre augmente tout le temps. Et ça se termine, on ne sait pas trop comment, là il y a différentes théories, mais considérez ce cylindre. Ce qu'on sait aujourd'hui, grâce à ce qu'on appelle la gravité quantique, mais je ne vais pas vous parler de ça, grâce au fait que le vide n'est pas vide, etc., c'est que ce cylindre, cet espace-temps, il vibre. Il vibre. C'est-à-dire qu'il vibre, et donc si on veut bien considérer la totalité des vibrations possibles de cet espace-temps, vous l'imaginez en train de vibrer à la fois dans son futur et dans son passé. Là, on sort des équations de la physique connues, et vous commencez à voir bouger notre espace-temps, bouger notre réalité. Les physiciens ont compris ça, mais ça les a amenés à introduire la théorie du multivers et de trouver des multivers partout, à toutes les échelles. C'est quoi un multivers? Un multivers, c'est une myriade d'univers possibles. Je vous ai dit que les lois physiques ne déterminent pas le cours des événements pendant un certain temps. Après un certain temps, c'est justement là qu'apparaît un multivers, c'est-à-dire que vous n'avez pas une vie qui est parfaitement déterminée dans le futur, même si elle existe déjà, elle est capable de changer en permanence parce que nous vivons dans un multivers. Alors, entre parenthèses, les physiciens mainstream n'interprètent pas le multivers de la manière dont je l'interprète. Ils considèrent que tous ces univers sont séparés les uns des autres, au-delà de l'horizon cosmologique, parce qu'ils veulent absolument conserver le dogme du déterminisme. Mais si on rétablit l'ordre des choses, on est obligé de travailler avec l'idée que notre futur existe bel et bien et qu'il évolue en permanence dans un multivers des possibilités. Et la meilleure façon de vous imaginer ce multivers des possibilités à l'intérieur duquel se trouve votre futur changeant, c'est de prendre la métaphore du GPS. On ne peut pas mieux expliquer
la physique d'aujourd'hui, d'après moi, parce que là, effectivement, il y a mon interprétation qui s'est surajoutée. On ne peut pas mieux expliquer la physique aujourd'hui qu'en disant que votre futur, à chacun d'entre vous, peut se comprendre, peut s'appréhender exactement comme la trajectoire d'un GPS qui vous dit quels sont tous les événements que vous allez vivre jusqu'à votre mort. Et la trajectoire de votre GPS, du coup, ce qui vous intéresse, c'est que vous pouvez la changer. Vous pouvez la changer parce qu'il y a des bifurcations, et à ces bifurcations, vous pouvez finalement ne pas faire le choix qui est prévu d'avance par l'univers vous concernant. Le fait que je vous ai expliqué que nous vivons pas dans une réalité réelle, donc elle n'est pas dure, c'est-à-dire que la matière, là, ça, c'est pas quelque chose qui est une propriété du réel, c'est une propriété de la conscience. Retenez ce que je viens de dire, la matière est une propriété de la conscience, ça veut dire pour ceux qui croient à la vie après la mort, dont je fais partie d'ailleurs, la matière est une propriété de la conscience, donc c'est aussi une propriété de l'au-delà, hein, d'accord ? Bon, c'est une information importante, hein. Et donc revenons à ce que je voulais dire. Oui, donc maintenant que je vous ai dit que notre réalité n'existe pas réellement, c'est plus facile à comprendre que effectivement notre futur n'existe pas en dur. Si on pense que notre futur, dont je vous dis qu'il existe déjà, il existe en dur, on ne peut pas se le représenter. Mais si on considère que c'est un univers d'information qui est là pour finalement fournir et d'une, le territoire de tous nos possibles, et de deux, la trajectoire que nous allons suivre, et de trois, avec la possibilité que nous puissions la changer, là, ça commence à devenir acceptable, puisque c'est un peu comme si on était dans un jeu vidéo, mais je vous ai dit que ce n'était pas une simulation. C'est un jeu de la conscience. Donc ce n'est pas un jeu vidéo, mais c'est quand même un peu comme si on était dans un jeu vidéo, et là on a le droit de faire tous les calculs qui vont faire de votre conscience un système de navigation. Là vous commencez à comprendre la notion de système de navigation. Parce que pour déterminer la trajectoire du GPS, vous avez besoin d'un système de navigation. Le GPS est un système de navigation, et il y a deux choses à régler. Et en plus, ça correspond exactement à mes travaux de physicien j'ai fait beaucoup de calculs de billard dans ma vie, et j'ai vu que les calculs de billard donnent comme conclusion le fait que la trajectoire d'une boule dans un billard, du fait que l'espace n'est pas de l'espace, qu'il est limité en information, etc., se comporte comme la trajectoire d'un GPS, c'est-à-dire que de temps en temps, la trajectoire de la boule peut changer. Parce qu'il n'existe pas de précision infinie au niveau de la matière, et que, alors il y a une autre façon de le voir, mais là, attention, qu'est-ce que j'explique à présent? Donc, est-ce qu'on va sur le système de navigation ou, allez, une parenthèse, parce que c'est quand même vraiment, moi j'ai bossé pendant des années, entre 4 et 8 ans là-dessus, pour en arriver à cette conclusion. Donc j'ai quand même à cœur de vous la donner, ce qui fait que je suis dans une grande certitude, dans une grande confiance, dans une grande assurance. Autant même les phénomènes inexpliqués dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a peut-être un seul, mais dans lequel je suis certain. Mais bon, là je suis en train de vous parler de choses très sérieuses en physique. Donc ce que j'ai compris, c'est que puisque les lois physiques ne permettent pas de déterminer la trajectoire d'une boule de billard au-delà d'un certain temps, qu'est-ce qui détermine cette trajectoire? J'ai compris que c'était des vibrations de l'espace. J'ai compris que c'était des vibrations de l'espace, et en particulier hors du temps, parce que des vibrations dans le temps, comme ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, ça ne le ferait pas. Il faut que ce soit des vibrations hors du temps, c'est-à-dire des vibrations de tout l'espace-temps, à la fois simultanément dans son futur comme dans son passé. Entre parenthèses, ça s'appelle les ondes de torsion ou les ondes scalaires, mais je ne vais pas développer ça, hein.
Les physiciens rejettent ces ondes-là parce qu'ils n'ont pas le temps supplémentaire qui permet de décrire ces vibrations en question. Donc pour l'instant, ne sont acceptées que les vibrations gravitationnelles qui sont aussi des vibrations de l'espace. Mais bon, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des vibrations de la conscience qui déterminent la trajectoire de votre GPS. Vous allez vous souvenir de ça. Ce sont des vibrations de votre conscience. Bon, et là, je extrapole. Nous avons tous une structure vibratoire différente, évidemment. Lorsqu'on vibre, on ne va pas adresser la ligne temporelle de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. On va adresser sa ligne. Et la seule preuve qu'on en ait, c'est le fait qu'on ne pourrait pas comprendre le phénomène de synchronicité si nos intentions n'étaient pas capables d'exciter ce vide-là qui est en vibration. Quand je parle de vibration de l'espace, je parle de vibration du vide, je parle de l'espace vide. On sait en physique que l'espace n'est pas vide. On sait que le vide, n'est pas vide. On sait qu'il est bourré d'informations. On sait qu'il est composé de fluctuations. Ces fluctuations, on peut aussi les voir comme des vibrations. Donc je vous ai dit simplement, et ça c'est ce que j'explique dans la physique du futur lumineux, que les vibrations du vide hors du temps permettent de comprendre l'action de la conscience sur votre réalité. Ça permet, et maintenant j'enchaîne sur ce que je disais au début de ma conférence, ça permet de comprendre, en tout cas d'avoir un début de compréhension, puisque bien sûr il ne s'agit pas d'une compréhension totale, hein, sur les 6 phénomènes en question. Parce que ces vibrations permettent de relier tous les points de l'espace et du temps. C'est-à-dire que, par exemple, les perceptions extrasensorielles, la vision à distance, on est sur une conscience vibratoire qui arrive à vibrer une information qui va syntoniser, qui va entrer en résonance avec l'information qui va correspondre à l'objet perçu à distance, y compris pour ce qui est de la mise en relation entre votre structure vibratoire du présent et une structure vibratoire dans le futur qui correspondrait à la vibration de votre vécu dans le futur. Si vous arrivez à vibrer dans le présent le vécu tel que vous allez le vivre dans le futur, vous allez l'adresser. Vous allez donc l'énergétiser et c'est là que vous allez arriver. Bien sûr, ça ne marche pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit, c'est plus compliqué parce que déjà, il faut savoir quel est le bon futur qui est possible pour nous. Donc ça implique un lien avec notre soi, qui est une information que je ne vais pas développer ici, mais sauf à dire que on est sur la notion de capter qui on est fondamentalement. C'est-à-dire que nous sommes des êtres incarnés dans une réalité. Il y a un fonctionnement cybernétique qui fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire pour savoir comprendre le sens de sa vie, il faut parvenir à se déconditionner par différents moyens, la méditation, la randonnée, etc. Et puis à un moment donné, vous avez un éclair de joie, par exemple, et qui vous permet de capter ce que vous allez faire parce que vous sentez que vous êtes fait pour faire telle chose. Ça veut dire capter la vibration de son soi, et pour peu que vous la conserviez, ça s'appelle la foi. Si vous conservez en vous-même cette vibration, validée par la sensation de joie, c'est la foi. Et vous maintenez cette vibration de foi, et ça permet à un nouveau futur qui correspond à cela de se réaliser par le biais des synchronicités. Donc là, vous voyez qu'on arrive à comprendre les synchronicités. On arrive à comprendre aussi dans la foulée la vision du futur. On arrive à comprendre la télépathie. Et on arrive à comprendre aussi dans la foulée les expériences de voyage hors du corps. Parce que là, et vous comprenez bien que tant qu'on est prisonnier de notre cerveau, on ne va pas voyager et ce qu'on va vibrer va simplement adresser un objet, un événement lointain dans le temps ou dans l'espace et ça va permettre de ramener de l'information. Mais si vous n'êtes plus prisonnier de votre corps, c'est votre conscience qui voyage là-bas. C'est-à-dire que c'est ce que vous vibrez lorsque vous êtes en dehors de votre corps qui vous emmène là où cette vibration est réellement vécue.
vous commencez à comprendre ce que je veux dire par système de navigation. Système de navigation, ça veut dire que nous sommes déjà en train de naviguer dans une réalité apparente, faite apparemment d'espace, de temps et de matière, qui en réalité est une navigation vers notre futur que nous sommes capables maintenant d'appréhender par le biais de notre conscience vibratoire. Et là, je ne vais pas développer le fait que nous avons une conscience analytique Docteur Charbonnier appelle intracérébrale et une conscience intuitive extraneuronale qui est d'ordre vibratoire. Il est normal qu'il y ait deux types de conscience parce que l'espace a une double nature d'espace et de temps. L'espace-temps, l'espace et le temps. Le temps fait référence, on a besoin d'un temps, que ce soit l'illusoire ou pas, pour faire vibrer les choses. Et on a besoin d'un espace pour classifier les choses. Classifier les choses, c'est le mental. Vibrer les choses, c'est l'émotionnel. On va en parler. Lucie va en parler tout à l'heure. Moi, là, je pense que je vais terminer avec juste un petit truc peut-être que j'ai oublié, puisque je vous ai dit au tout début de ma conférence que les ovnis étaient le phénomène aujourd'hui le plus officiellement reconnu par les autorités. Avec la demande de la part du Pentagone que les scientifiques doivent absolument étudier ce phénomène-là pour faire avancer la compréhension de cette chose-là. C'est un ordre. C'est un ordre. D'accord ? Eh bien, les ovnis utilisent le système de navigation de la conscience. Il reste juste à comprendre comment est-ce qu'ils font pour se désolidariser de l'espace et du temps au point d'être capable de ces performances absolument extraordinaires qui consistent à faire des virages à angle droit, aller à des vitesses époustouflantes, à donner l'heure de se dématérialiser, à passer de l'air à l'océan sans splash, etc., etc. Il y a tout un tas de choses qui défient les lois de la physique connues à ce jour. Mais en réalité, si on comprend la mécanique quantique au sein de cette théorie de l'espace-temps déjà réalisée et flexible, et si on a bien compris le phénomène de décohérence, on comprend très bien la technologie qu'utilisent les ovnis pour nous rendre visite. Il s'agit bien de visiteurs, hein, d'accord ? Et on comprend que ces engins fabriquent une bulle, ce que j'appelle une bulle macro-quantique. Et une fois que vous avez fabriqué une bulle macro-quantique, vous n'êtes plus dans l'espace-temps. Et c'est comme la conscience qui est désolidarisée du cerveau. À ce moment-là, c'est la conscience du pilote. Bien entendu, elle est interfacée aux parois de l'engin qui deviennent en quelque sorte, qui parce qu'elles sont quantiques, deviennent encore en quelque sorte une extension quantique organique du pilote. Voilà, ça c'est quelque chose, si ça vous intéresse, que je vais développer le 4 novembre à la Sorbonne dans le cadre d'une conférence sur le sujet qui est devenu très sérieux aux États-Unis et maintenant qui devient très sérieux en France.